êtes dans le refoulement plutôt négatif. Et puis vous avez un troisième point de vue qui est le tien, mais que je retrouve finalement dans la psychologie humaniste. Abraham Maslow, par exemple, ce que tu dis me fait penser à Maslow, donc tu le connais un petit peu, qui est un russe qui s'est installé aux États-Unis, en Californie, qui a développé la psychologie humaniste. Et je trouve que c'est très intéressant parce que lui, il est vraiment dans la pensée positive, un peu à l'américaine, mais d'une manière intelligente. Parce que parfois, s'il y a des caricatures de la pensée positive, dans un commerce, ils disent il faut croire en toi et tout, ça marchera, c'est plus compliqué que ça. Mais disons qu'il a su utiliser d'ailleurs des aspects orientaux très intéressants dans le bouddhisme, dans le tantrisme, la visualisation positive. C'est un monsieur d'une culture extraordinaire, comme en général la plupart de tous les psychanalystes d'ailleurs, c'est des gens à la base qui ont une culture magnifique. Et donc il a voulu, ce qu'il reprochait un peu à Freud, justement, c'est un peu ce que tu sembles aussi reprocher, c'est cette diabolisation de l'inconscient. Pour lui, l'inconscient, c'est la parapsychologie, c'est des pouvoirs, parce que j'ai senti que dans l'astrologie, entre autres, il y a plein d'autres choses. Dans cet endroit, il y a aussi ce qu'on appelle le café destin. Voilà. On parle de parapsychologie. Et nous, j'y étais intéressé, mais d'une manière un petit peu très annexe, Abraham Maslow beaucoup plus encore. Et donc, il a utilisé, malheureusement, il est mort trop tôt, il est mort à 70 ans, assez jeune. 1970 d'ailleurs, parce qu'il est de 1908, 71, à 60 ans d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'étais jeune. Il avait plein de recherches en parapsychologie, il voulait utiliser la parapsychologie dans une perspective thérapeutique par rapport aux problèmes de la dépression, etc. Malheureusement, ces travaux, je ne sais pas trop, ça continue aux États-Unis, mais ici en France, j'ai pas énormément de livres sur cette question, il me semble. On va en discuter depuis tout à l'heure, puisqu'on a des parapsychologues parmi nous. J'en vois quelques-uns. Je ne suis pas voyant moi-même, mais bon, voilà, on se connaît. Et je trouve qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment exploité. La prémonition, les gens qui font des rêves prémonitoires, ça m'arrive de temps en temps. Qui voient des choses, qui sentent des résultats sportifs, qui peuvent gagner au loto sportif, voilà, etc. Et c'était le génie quand même de Maslow de s'intéresser à ce côté ultra positif du subconscient, et ce qu'on appelle le cerveau droit parfois, tout ce qui est intuition, stratégie, mysticisme, etc. Et c'est vrai que tu as raison, tu soulèves une bonne question sur cet aspect positif de l'inconscient, le double peut-être, on dit souvent le double maléfique, mais est-ce que c'est pas un double bénéfique qui est en nous? Est-ce que le mal ne viendrait pas du fait qu'on n'arrête pas d'essayer de l'étouffer? Et donc on se coupe finalement de ce qu'il y a de meilleur en nous. Et ce qui pourrait expliquer, j'extrapole un petit peu, mais l'état déplorable de l'humanité actuelle. C'est une sorte d'ignorance de qui nous sommes vraiment, mais de ce qu'il y a de meilleur, par la peur, justement la peur d'aller à la rencontre de cet autre qui est en nous, qui ferait qu'on n'arrive pas à évoluer, ou pas assez en tout cas, qu'on reste, alors qu'on a évolué technologiquement d'une manière assez extraordinaire, mais sur le plan moral, ou éthique si vous préférez, ou humain tout simplement, le mot moral effectivement gêne un peu parfois, sur le plan humain tout simplement, nous sommes restés des nains. On dit les plus grands esprits comme Bergson ou d'autres, il y a un décalage prométhéen, ce qu'on appelle le décalage prométhéen, entre notre capacité technologique qui est extraordinaire, et même qui peut devenir suicidaire, parce que notre capacité humaine, en fait, elle n'a pas beaucoup évolué finalement par rapport à l'homme préhistorique. Quelque part, sur certains plans, on a peut-être involué, pire. Sur d'autres, on a évolué, peut-être moins cruel pour les animaux, des choses comme ça, dans nos sociétés en tout cas. Mais c'est loin d'être évident, l'évolution morale ou humaine, en tout cas, de l'être humain, ça pose question. Mais voilà, merci. Vous avez la parole, merci. Sabine. Oui, je trouve, c'est vrai que le sujet, quand je l'ai vu, il m'a paru compliqué dans les deux phrases à les structurer. Donc, bon, ça a été un peu abordé déjà par Maxime. Moi, juste avant, j'avais pensé au mot capacité humaine pour l'originel, que tu as développé au départ. Et je me demande si justement, pour quelqu'un qui serait, enfin, non pas que je ne sois pas dans la spiritualité à l'apprécier, tu me connais, mais si on se place d'un côté de quelqu'un athée ou agnostique, à ce moment-là, est-ce que ça ne serait pas donc l'originel, les capacités humaines, dans leur conditionnement, donc une capacité qui ne prendrait vie que par des déclencheurs, je dirais, d'une certaine manière, une capacité aussi de réceptivité, parce que si elle devrait être fondamentale dedans, parce que les autres capacités, si on n'est pas en réceptivité, vont rester pas tellement
vont pas tellement prendre vie. Bon, l'éducation, ça a été évoqué. Alors, ça, c'était un premier élément. Et qui habite en moi, par contre, je trouve que c'est une formulation très religieuse. Vous avez parlé beaucoup du corps-esprit, même d'une dialectique, et d'ailleurs les philosophies. Mais dans la formulation, qui habite en moi, ça pourrait rappeler les phrases catholiques traditionnelles. Peut-être quand on ne les comprend pas d'ailleurs, hein. Souvent on les comprend mal aussi. Et à ce moment-là, est-ce que le fondamental de cette notion du double, c'est pas justement la limite, justement, la limite de moi et du monde et la limite même de ce qui m'habite du corps-esprit. Donc bon, il y a des philosophes comme, ça y est, je vais oublier, celui qui a écrit Le Mot-à-Peau, ça y est, mais c'est pas grave. Mais c'est un des sentis. Hein? Non, 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 non. Des mots. Non, c'était pas lui. Le Mot-à-Peau, mais je ne sais plus le philosophe, c'est pas grave. Il y a un i dedans, mais je vais dire une bêtise. Descenti, non, je crois. Non, Jacques Descenti, non, mais c'est pas grave, j'ai oublié moi-même. Non, lui, c'était la peau des mots. Oui, non, c'est vraiment le Mot-à-Peau au niveau de la limite, justement, et de cette... Situation limite, peut-être, non? Oh non, mais tant pis pour moi, c'est un auteur avec un i, non, pas, qui n'est pas corse, plutôt slave. Ça a une résonance slave, ce n'est pas du tout Starobinsky. C'était Anzieux qui a été repris. Bon. Oh oui, mais il y avait quelqu'un d'autre, c'était un autre. Mais peu importe. Donc, Un Hongrois, peut-être, qui était... Non, mais tant Enfin, bref. pis. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est plutôt cette position de limite. Et il n'y aurait à ce moment-là plus tellement, même si on a une place pour un double en nous aussi, de toute façon, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut peut-être faire une unité dans les deux parties. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'était très intéressant. Voilà. Oui, sujet pas évident. Non, pas évident pour plusieurs choses, mais c'est intéressant. C'est vrai que dire. Monsieur Caillard. Ouais, juste d'essayer, peut-être. Si les deux personnes ne sont pas encore parlé veulent prendre la parole, il va pouvoir venir ensuite. Frédéric, là, veut dire quelque chose. Moi, j'aimerais rebondir un petit peu sur le titre que vous avez choisi, qui est de l'originel en chacun d'entre nous. Alors, je pense que confronté avec l'expérience asiatique que j'ai, mon enseignant là, oriental de Bali, il y a pour lui de l'originel en chacun d'entre nous, mais sous une certaine craque il faut gratter pour le retrouver maintenant. Alors c'est ça le gros problème. Et donc c'est le problème de nos souffrances actuelles, c'est le problème également de nos incohérences, parce que cet originel se heurte à ce qu'il appelle le karma, c'est-à-dire l'accumulation de mauvaises actions chez chacun. Alors il y a en fin de compte une sorte de dialectique qui s'établit entre cet homme originel qui est plus ou moins important chez chacun, d'ailleurs le thème astral le montre, il y a des gens chez qui Uranus, c'est la planète Uranus bien sûr, Uranus est plus ou moins fort, donc va drainer l'individu vers plus grand que lui. Et puis toutes les forces, disons de l'ombre, mais celles-là en négatif, qui sont les forces du karma, en chacun d'entre nous, notre négatif, notre côté pas très j'allais dire pas très catholique, notre côté coquin, pas coquin non plus d'ailleurs, notre côté pas avouable, voilà. Alors on est actuellement pour eux dans une période, je vois Jean-Luc qui parlait d'une allusion à Kali, on est dans une période de la fin du Kali Yuga. Oui, le fameux Kali Yuga, oui. Voilà, c'est-à-dire le règne de Kali. Et Kali, elle est là pour nous faire payer nos impuretés, si je puis dire. Voilà, alors donc, on est à la fin de cette période-là, et on est au début de la remontée du cycle, du grand cycle d'humanité de 25 000 ans, qui va être l'âge d'or, le nouvel âge d'or, qui n'a rien à voir avec ce que beaucoup de gens pensent ici, qui est l'éternel recommencement. Vous savez, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, et puis l'âge de fer. Non, là, le nouvel âge d'or, à chaque fois, est une remontée bien supérieure sur le plan spirituel. Et donc, on arrive là dans un âge d'or très privilégié, qui va être le règne d'un Manu. Alors, Manu, c'est le centre, c'est le dieu du cycle, c'est-à-dire... Oui. Oui, c'est le dieu du cycle, c'est-à-dire chaque cycle a un centre. Voilà Manu.
Voilà, Manu. Mais Manu Reva. On parle du dieu Manu. Attention. Manu. Ouais, merci. Elle est gentille, vous avez quelque chose. Continue, continue. Oui, donc le Manu, c'est le centre spirituel du monde. Et ce Manu, l'ancien Manu, c'était Chronos Saturne. Hein, voilà, qui a inspiré les religions qui ont fait leur boulot de l'époque, qui est la religion juive, disons, le culte de Yahvé, Allah, qui se ressemble beaucoup d'ailleurs, Cocodile, et qui sont actuellement, qui vont être remplacés par Melchizedek. Alors Melchizedek, je ne sais pas si vous connaissez cette allusion de la Bible, dans la Bible, il y a un passage qui dit que Melchizedek sera le remplaçant de tu es grand, tu es très grand et tu es supérieur à Yahvé. C'est pas dit comme ça, mais c'est voilà. Et parce que Yahvé est l'interdit, hein, ça correspond à l'âge de Kali Yuga, tandis que Melchizedek, c'est le règne de Jupiter. C'est le mot de Jupiter en hébreu. Et donc, si vous voulez, la chose va fonctionner comme ça. Et donc, chacun va en avoir pour sa part, j'allais dire d'éternel, ou sa part d'homme origine. Et l'homme origine, c'est Uranus. Et Uranus, c'est le principe christique. C'est le père des dieux, et c'est le principe christique. Voilà. Donc, si vous voulez, à l'origine de tout, il y a le principe christique. Et ce principe christique-là, a petit à petit été occulté, ce qui était la période du Kali Yuga, par le règne de Kali, c'est-à-dire par l'époque où on fait le ménage. Donc l'homme n'est pas du tout recommandable à l'époque, c'est un grand menteur, c'est un grand bandit, il appartient au cycle de Kali, 6000 ans. Voilà, 6000 ans. Voilà. Et maintenant, nous arrivons à la fin de ce cycle, c'est-à-dire au début du cycle de Nouvelle-Éden, l'âge d'or, avec des générations qui vont monter pour s'incarner, qui vont être extrêmement lumineuses. Et c'est ça qui indique beaucoup, c'est que nous sommes petit à petit nous sommes des dinosaures, nous sommes malheureusement des dinosaures avertis, nous, qui cramponnons et qui essayons de passer de l'autre côté. Mais à grand-peine, car nous avons une structure dinosaure au départ. Tandis que les générations qui montent là ont des générations lumineuses, qui atteignent cette pulsion de l'univers pour s'incarner à leur propre dimension. Voilà. Alors ça c'est très intéressant, vous voyez, parce qu'on voit là qu'il y a une lecture qui est très originelle et originale, donc voilà, et que la psychanalyse dans tout ça, je en ai parlé souvent à papa, il m'a dit c'est pas de la psychosynthèse que tu dis là, c'est de la psychanalyse. Et dans l'analyse, on s'en sortira jamais. Voilà, c'est son idée. Mais bon, c'est un raccourci. Mais il est vrai qu'il y a eu comment dirais-je, moi, du temps que je donnais des cours à l'université, je donnais des cours de psycho à l'époque dans ce domaine-là, et on insistait beaucoup sur l'attitude de Freud vis-à-vis de Moïse, par exemple. Vous voyez, Freud, comment dirais-je, il a sauté le cocotier de ce Chronos terrible, voilà. Et Lacan, par contre, lui, c'était parti de ça. On peut dire que Lacan a introduit le bon papa, entre guillemets, Jupiter, le Manu, oui, et alors que Lacan, Freud en est resté, quand on pense qu'il a fait exciser Marie Bonaparte, c'est incroyable, hein, pourtant vrai, hein. Il se masturbait tous les matins et il lui a dit, il ne faut pas faire ça, petite coquine. Elle a continué et il l'a fait exciser. C'est incroyable quand même, incroyable, oui, genre de quoi. Oh, il est mort d'un cancer aussi, il est mort de quelque chose. Bon, il est mort. Enfin voilà. Polémique sur psychanalytico-psychanalytique. C'est pas l'objet. Alors moi je terminerai en Oui, disant... terminons. Oui, voilà. On les connaît, Marie Bonaparte, elle a voulu se faire opérer elle-même parce qu'elle avait des difficultés orgasmiques. Oui, non, on va pas. Oui, on va pas. Un café Taos au mari. On va aller voir sur internet. Hein. Alors donc j'aimerais terminer là. On va autopsier le cadavre. J'aimerais rebondir là sur ce que vous aviez proposé au départ. Y a-t-il de l'originel en chacun de nous? Oui. Et c'est cet originel-là qui est source de futur pour chacun d'entre nous et pour l'humanité.
on peut dire qu'on va gratter, et en France de gratter, il va y avoir des hommes origines qui vont ressortir de ça, et qui seront des anciens origines ou des nouveaux origines, enfin, peu importe, des gens comme nous allons faire le chemin pour pouvoir quitter les vieilles peaux. Et donc l'idée, si vous voulez, sur laquelle il insiste pour terminer, c'est le lâcher prise. Voilà. Et la parole essentielle, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire, en fin de compte, on est là dans une alchimie de décantation, il ne faut surtout pas s'accrocher. Voilà. Et voilà, on se fait très mal actuellement parce qu'on se prend le retour en pleine figure. Donc, vous voyez, quand on sent que ça s'est vermoulu, quand on sent qu'il y a des choses qui ne marchent plus, alors que ça marchait avant, etc., il est surtout lâche prise, il dit, parce que tu vas prendre le choc en retour. En tout cas, merci pour ce Voilà. message d'espoir, finalement, si on Ouais, sort du Kaliningrad, si on est proche de la lumière, c'est encourageant. Des personnes qui en parlent pour en parler, sécurité, ouais, Marjorie, par exemple. Yves. Alors j'ai pris des petites notes au fur et à mesure de vos exposés. Alors le point d'origine. Alors le point d'origine, moi ça me fait penser aux axes. Je suis un ex-prof de maths. Et c'est le centre de la croix en fait. Un diagramme, on fait toujours deux axes. Et l'origine, c'est le centre de la croix. Donc il y a la croix, retenez bien la croix, parce que c'est un symbole catholique, pas pour rien je pense. Et j'ai l'image du violon aussi, parce que le violon, on fait bouger l'archet par rapport aux cordes, ça fait une croix. Et c'est au point de contact qu'il y a l'origine des sons. C'est là que ça commence à vibrer les belles cordes. Et de même quand on laisse tomber une pierre d'un plan d'eau calme, ça fait des cercles. Et le cercle, c'est la lettre O, O comme origine, comme par hasard. Vous avez parlé du double cœur à un moment, je ne sais plus pourquoi, mais le cœur est double déjà, c'est une double pompe, le cœur physique. Hein, donc, ce qui est en haut et comme c'est tout en bas. Voilà, voilà. Vous avez parlé aussi oui, un peu d'alchimie, transformer le plomb en or. Alors moi j'ai l'image du rosier. C'est-à-dire que si on a un tas de fumier, alors c'est pas beau, ça sent mauvais, vous plantez une toute petite pousse de rosier, et quelques mois après, ben, ça sent la rose, hein, il a tout absorbé, il a transformé le plomb en or. Donc ça c'est dans la vie physique, on retrouve tous les principes spirituels, il faut bien regarder. Vous avez parlé de laisser libre cours à ses instincts pour la fameuse soupape. Alors, en citant même le carnaval. Il faut savoir qu'autrefois, le carnaval, c'était pas du tout un défilé comme Disneyland aujourd'hui, avec des chars faits par des professionnels. Hein. C'était, on se laissait aller sur tous les plans. Il n'y avait plus de hiérarchie, tout le monde couchait avec tout le monde. Mais après, le lendemain, top, on revenait dans les rangs. C'était les Saturnales. Oui, Charivari du Moyen-Âge. Charivari, voilà. Victor Hugo le décrit très bien dans Voilà. de Paris, du Charivari. Donc, comme quoi nos ancêtres avaient quand même des notions de psychologie instinctives peut-être, mais qui marchaient peut-être mieux. J'ai noté aussi sur qui fait l'ange fait la bête, ça c'est intéressant sur la dualité. Hein. C'est-à-dire si on va trop loin d'un côté, ben, finalement ça pêche de l'autre, c'est une question d'équilibre. Hein. Oui, vous avez parlé qu'il fallait enfouir dans l'ombre quelque chose pour que ça se développe. Et la biologie c'est pareil, un grain de blé pour qu'il germe, si vous le laissez au sol, il ne germe pas. Il faut l'enfouir dans la terre pour qu'il y ait l'humidité, l'ombre absolue. Et puis il va germer, il faut de la chaleur aussi. Hein. Vous avez parlé de l'animal maîtrisé. Alors moi ça me fait penser à l'évolution dans le temps de ce problème. Il fut un temps où Ulysse tuait le cyclope, ensuite Saint-Michel terrasse le dragon, et dans les vieilles iconographies il y a toujours la lance, hein, et le dragon est en bas, et il tue le dragon. Mais maintenant il ne le tue plus, il le maîtrise. Parce que si vous regardez la statue de Saint-Michel, place Saint-Michel, vous verrez que le dragon, c'est plus un dragon, c'est un homme. Il a simplement la queue et les deux petites cornes. On voit bien que c'est un homme, hein, c'est plus un dragon baveux et tout. Et en plus, il a simplement à ses pieds. Le dragon est au pied de Saint-Michel, il a la maîtrise. Et son épée, il la tient au-dessus de lui. Il ne le tue pas. Donc vous voyez, par rapport au mal, il y a quand même une évolution dans le temps. Au lieu de tuer le mal, on le maîtrise. On l'utilise comme énergie, on va dire, comme niveau bas pour faire monter tout ce qui doit l'être. Et alors malheureusement, il y a encore beaucoup de points où ça n'est pas fait. On continue à utiliser des insecticides, des pesticides, des fongicides. Alors je vais vous donner 2 pages, hein, j'ai déjà fait la liste. Astronomique. Voilà, on veut toujours tuer le mal dans certains plans. On n'a pas encore compris qu'il avait son rôle à jouer. Ah oui, alors autre chose sur la dualité aussi, l'arbre qui veut grandir, plus il veut grandir haut, plus il doit avoir des racines profondes.
Ça, c'est l'équilibre. S'il veut être que dans les racines, moi, c'est l'homme qui est que dans l'intellect. Hein. Alors, c'est très gros, mais la tête penche, il a du mal à la tenir. Il y a aussi un proverbe qui dit « Ne faites jamais confiance », non, c'est pas un proverbe, c'est une citation, mais je ne sais plus d'où. « Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur ». Ça me plaît aussi, ça. C'est pas mal. Alors, le mot « naturel » a été utilisé. Et la nature. Alors, pour moi, c'est une ineptie de dire la nature. Enfin, c'est une ineptie, c'est une habitude, mais pour moi, il y a deux natures. Ou elle a deux faces, quand on a parlé des duels. Hein, il y a le monde terrestre et le monde spirituel, qui sont aussi naturels l'un que l'autre. Hein. Simplement, on a tendance à favoriser l'un plutôt que l'autre, alors qu'il faut les deux. Ah oui, il y a aussi un autre mot sur le fait de devoir descendre pour se transformer. C'est un mot alchimie, c'est vitriol. Vous connaissez vitriol? Bien sûr. Hein, ça veut, je vous le fais en français, ça veut dire visite l'intérieur de toi-même en tête, va jusqu'au fond et tu trouveras la pierre qui rectifie. La pierre d'or. Voilà. Oui, enfin, c'est le sens. Voilà. Donc les alchimistes savaient ça déjà depuis longtemps. Ah oui, alors qui habite en moi, la question. Alors qui habite en moi? Alors pour moi, c'est une question qui se pose lorsque je ne suis plus pleinement moi-même. On dit je suis vide, ou j'ai fui quelque part, une fuite. Et quand je serai revenu, il n'y aura plus de questions. On dit la question n'est pas intellectuelle, elle est sensorielle plutôt. Mais elle donne après une formulation intellectuelle. Alors l'original, oui, alors l'originel plutôt, pour moi, ce serait un état, un positionnement. Et là, on trouve le centre de la croix. Hein. Et non pas une chose. Voilà. Donc la question, c'est être à l'équilibre au centre de la croix. Pour savoir qui on est, pour vivre qui on est. Très éclairant. On voudrait un peu questionner l'anima, si tu puis dire. C'est-à-dire donner des paroles aux femmes qui sont minoritaires ce soir. Saline, mais est-ce que Marjorie, Mylène, Véronique, quelque chose? Parler de l'anima. L'anima, oui, c'est Oui. l'image féminine, idéale dans l'inconscient. On a chacun un animus et un anima. Voilà, ce que dit Hugo. Je crois que le problème de l'homme actuel, qui va passer de cet homme caïque à l'homme, disons, régénéré, ou à l'homme idéal de l'âge d'or, ça va justement être de s'autoriser à vivre son anima lui-même, à l'intérieur de lui, au lieu de le réfréner comme il a fait pendant des siècles. Vous voyez? Exactement. C'est pour ça que je veux d'abord, et sinon on revient à Maxime, est-ce que une des dames qui est ici, Véronique, je sais pas si vous avez quelque chose, Mylène, Marjorie. Alors, Elle veut parler, Marjorie. Il y a encore un anima. Non, on va laisser la parole à Marjorie. Hein? Ouais, moi je suis dans mon rôle. Votre voisine, modérateur, laissez parler votre voisine Anima. L'énergie, la testostérone masculine. Et je laisse l'espace à Marjorie. Moi, comme d'habitude, je vais faire peut-être une réponse peut-être un peu plus comme un témoignage. Très bien, oui. Voilà, moi, j'arrive à parler un peu des questions philosophiques en prenant appui sur ce que j'ai pu vivre moi-même. Donc voilà, j'arrive à répondre comme ça. Moi, je me posais la question pourquoi ça m'a. C'est vrai que j'ai été séduite par le thème de ton café Tao et au fur et à mesure là, de l'heure qui passe, cette question qui habite en moi, c'est quelque chose que moi, dès mon adolescence, qui a été très très fort, puisque l'impression d'un sentiment vraiment d'angoisse, très très forte angoisse, de ne pas comprendre qui j'étais, et d'avoir toujours la sensation qu'il y avait quelqu'un d'autre en moi, et donc qui m'a posé pas mal de soucis, et qui aurait pu m'amener à être internée en psychiatrie, et puis finalement ça n'a pas été le cas parce que je pense que je me suis vraiment posé cette question et puis j'ai commencé à vouloir y répondre. Mais bon, voilà, j'ai eu quand même besoin de me faire aider en allant voir des psys, donc c'est vrai que la psychanalyse, je pense, a quand même une grande place importante dans ce questionnement. Je pense que donc, voilà, je voulais dire ça. Et oui, donc pour moi, ces tiraillements qu'on a comme ça à l'intérieur de soi, ils sont encore aujourd'hui, ils sont toujours permanents, ce qui me concerne. Je te disais que j'avais été intéressée par le livre de Jacques Attali, Devenir soi. Ça m'a un peu apaisée de savoir qu'il y avait quand même toujours des grands intellectuels qui ont ce questionnement toujours permanent du devenir soi,
qui est quand même une problématique, je pense, permanente. Et moi, j'ai trouvé beaucoup d'apaisement dans la pratique de la méditation. La méditation qui permet d'être en rapport avec son inconscient, d'apprendre à écouter son inconscient, comment il apparaît dans le quotidien, au travers des émotions, et comment on peut aller au-delà des émotions, et donc d'aller plus loin que ces questions de bien et de mal. Par exemple, quand je vois cette image, je trouve que c'est... moi, en tant que femme, je ne me reconnais pas. Je veux dire, je comprends, parce que il se passe des choses comme ça, mais c'est vrai que je suis quand même au-delà de ça. Et il y a un livre, moi, qui m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent pour les hommes, mais c'est La sexualité féminine de Françoise Dolto, je t'en ai souvent parlé, qui est pour moi quand même un livre de référence, puisqu'elle cite les 5 étapes dans la construction psychique de la femme. Et donc, quand on s'y intéresse et quand on fait un peu l'analyse de ce livre, on se rend compte que des fois, on n'en est qu'à la 3e étape et qu'il va falloir encore passer à la 4e et à la 5e. Quand on apprend un peu à décoder son inconscient, on voit que voilà, on est toujours dans des problématiques de tout ça, de la psychanalyse, qui fait que voilà, il y a ces tiraillements ces sensations qu'on a en soi, c'est vrai, un diable, quelqu'un qui a envie des fois, voilà, comme certaines violences, certains même, je pense que même les femmes, on ressent ça en nous, mais c'est peut-être justement, on nous autorise moins les femmes à être justement à éprouver ces sensations, ces contradictions. Alors que les hommes, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression. Donc voilà, c'était. Moi, je veux dire, j'ai trouvé, on va dire, deux choses. C'est ce livre de Françoise Dolto et puis la pratique de la méditation, qui permet d'être dans un lâcher-prise et qui permet de s'ouvrir et de se réconcilier quand même avec cet inconscient qui peut tirer, moi qui m'a tiraillé très très profondément, parce que c'est vrai que je ne comprenais pas que j'avais l'impression vraiment d'être 2 personnes et c'était compliqué pour moi. Maintenant ça va, mais ma première partie de ma vie, ça a été je ne sais pas si 2 personnes ici ont vécu ça un peu comme ça, mais moi c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que je suis venue, parce que la question m'a beaucoup parlé. J'espère, apparemment, que ça t'a quand même parlé, de ce qui a été dit. Et je voudrais juste rebondir sur, très intéressant, Françoise Dolto. C'est vrai que moi, je l'aime beaucoup, j'ai pas lu tout ce qu'elle a écrit, j'ai pas lu ce livre-là, mais j'ai lu la psychanalyse au risque de l'évangile, c'est un livre très lu. Elle a des thèses vraiment audacieuses, très intéressantes, je trouve aussi, sur justement l'origine du pouvoir masculin dans la société. Donc, par rapport au sujet, c'est intéressant aussi, par rapport aux origines. Elle évoque l'hypothèse d'un âge d'or qui, sans certitude, mais c'est une hypothèse, où il y aurait eu une parité, enfin le principe féminin aurait été plus important peut-être, ou au moins aussi important que le principe masculin. Et finalement, elle constate, alors, bon, c'est pas prouvé, mais c'est quand même une idée intéressante, d'après elle, il y aurait eu cette prise de pouvoir du masculin qui coïncide d'ailleurs avec l'entrée dans l'âge de Kali, comme par hasard, qui est pourtant une déesse. C'est pas par hasard, parce que ça coïncide avec l'invention de l'écriture, 4000 ans avant notre ère. Donc ça fait 6000 ans. Donc on est pratiquement à la fin de cet âge de Kali, d'après ces chiffres. Et donc c'est à peu près à ce moment-là où l'homme aurait pris le pouvoir contre la femme en la diabolisant, ou en tout cas en la culpabilisant avec des récits, comme le récit biblique d'ailleurs, où c'est Ève qui va être la première à céder à la tentation, d'après Augustin Charnel, du serpent. Bon, le serpent, symbole phallique certainement. On a eu de nombreux débats là-dessus il n'y a pas longtemps, en Café d'Albert, sur le thème du serpent, ça continue d'ailleurs, je vous le dirai après, pour les rendez-vous. Et donc on a diabolisé la boîte de Pandore, la femme avec sa curiosité, qui est pourtant une qualité plutôt intellectuelle, normalement la femme est plus curieuse, c'est pour ça que les petites filles réussissent mieux en général à l'école, au début en tout cas jusqu'au bac, les garçons elles sont plus curieuses. Voilà, moi je le vois en philosophie, elles sont meilleures, les filles
sont meilleures que les garçons en philo, parce qu'elles sont plus mûres. Parce que la philosophie, c'est de la maturité, c'est pas que de l'intellect. Les garçons vont peut-être être parfois meilleurs dans certaines sciences, ça se discute, mais on le dit souvent, hein, la littérature, c'est plus les femmes, les filles excellent plus en littérature. J'ai vu un reportage, c'est toujours vrai. Hein. Les garçons vont être plus dans les choses pratiques, la science, etc. Mais il est meilleur en L'expérience. Oui, ça c'est encore le problème. Et donc pour aller trop long, Françoise Dolto estime que le fait que les femmes justement portent un enfant, c'était considéré comme un don divin. Les hommes n'auraient pas su tout de suite que c'était eux effectivement qui y participaient, en faisant l'amour avec les femmes, 9 mois après. C'est vrai qu'au début, certainement, elle a raison. L'homme ne devait pas trop savoir ce qui se passait. Tiens. La seule cause à effet, c'est le début de l'esprit scientifique quand même. Donc, les dieux fécondaient les femmes, donc les femmes étaient supérieures. Donc, c'est ce que Adler appelle le complexe d'infériorité. L'homme aurait eu un complexe d'infériorité vis-à-vis de la femme. Et il aurait utilisé ses muscles. Parce que, comme en général, si les femmes ont des enfants, évidemment, c'est quand même entre guillemets comme un handicap physique, enfin, je veux dire, on peut moins faire de sport, etc. Donc on reste dans la caverne, si je puis dire, on est enceinte, on nourrit les enfants. L'homme s'entraînait sportivement pour chasser les animaux, donc il a utilisé sa force physique et à la fois il a inventé des récits qu'on retrouve dans les grandes religions pour culpabiliser le principe féminin. Je crois que pouvoir, voilà. le prépuce Oui. carré dans les religions abrahamiques, oui. voilà. Oui. C'est une façon d'éradiquer la partie féminine de l'homme. C'est très important. Hein, je crois que dans la religion hébraïque et dans la religion d'ailleurs Oui. Islamique. Islamique, oui. C'est une religion quand même très masculine. on enlève la partie féminine de l'homme pour faire des hommes, des vrais hommes entre guillemets, c'est-à-dire des hommes à 100% privés de leur partie féminine, comme disait l'autre jour quelqu'un à la radio que j'entendais, la plus belle partie de moi-même. Vous voyez, voilà. Alors, ça, maintenant, hein, c'est très intéressant de réfléchir là-dessus. Ouais, non, mais ça va dans la lignée de Françoise Dolto. Hein. La parole à Maxime.